Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. Une demi-heure pour prendre le temps d'un sujet complexe. L'aide médicale d'État, plus connue sous le nom d'AME. Ça nous coûte 1,3 milliard d'euros par an. Et après la prise de parole de François Bayrou sur l'état des finances publiques et les pistes évoquées pour trouver les fameux 40 milliards, 43,8 milliards très précisément suite à sa prise de parole, beaucoup ont dit c'est drôle et on n'a pas du tout entendu le mot immigration. Or c'est un sujet sur lequel on peut avoir énormément d'économies. Bonjour Vincent Delahaye. Bonjour. Vous êtes le sénateur Union centriste de l'Essonne et ça tombe bien parce que vous avez rendu un rapport d'évaluation de ce que coûte en réalité l'AME du Sénat. Première question avant qu'on rentre dans les détails de ce dispositif. Le Premier ministre a parlé. Vous êtes centriste, c'est pas une insulte. Qu'avez-vous pensé de la prise de parole du Premier ministre qui est décriée quand même depuis 2-3 jours ? Écoutez, d'abord c'est courageux de vouloir faire un plan d'économie puisque ça fait des années qu'on n'en fait pas. Donc ça fait des années qu'on laisse dériver, et quand je dis des années, c'est des dizaines d'années où on laisse dériver à la fois le déficit et la dette. Ça veut dire qu'en fait on dépense beaucoup plus que ce qu'on gagne. Le déficit réel aujourd'hui il est de 35%. Je ne sais pas si vous savez, parce qu'on parle souvent de 5-6%, donc ça ne paraît pas beaucoup aux gens, mais en fait il y a 35% de nos dépenses qui ne sont pas couvertes par des recettes chaque année. Donc ça veut dire que c'est considérable. Et c'est-à-dire qu'on est en train d'avoir un effet boule de neige sur la dette, qui fait que la dette augmente et les intérêts de la dette augmentent de plus en plus et beaucoup plus vite que notre richesse nationale. Donc ça devient très très dangereux et il est bien que le Premier ministre fasse appel effectivement à l'esprit de responsabilité des Français. Maintenant, et puis bon, il a un plan quand même assez complet. Le problème, c'est qu'il n'a pas de majorité pour le faire adopter. C'est-à-dire qu'à l'Assemblée nationale, il n'y a pas de majorité pour faire adopter un plan comme celui-ci, qui est compliqué parce que à chaque fois qu'on augmente les impôts, ça rouspète un petit peu, mais finalement on se dit c'est pas forcément nous, on sait pas trop. Mais quand les dépenses, elles touchent beaucoup de gens en fait, parce que beaucoup de gens dépendent de budget de l'État. On demande beaucoup à l'État de façon générale. Et il y a de plus en plus de gens qui touchent des subsides de l'État. Donc c'est vrai que du coup ça touche les personnes, mais il faut prendre conscience qu'on a absolument besoin de ces économies. Malheureusement, je crains qu'elles ne passent pas la rampe du Parlement et qui reste au final que des augmentations d'impôts. Parce que dans le plan d'économie, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a 25% d'augmentation d'impôts. Oui, ça c'est sûr. Donc, mais est-ce que vous pensez que, si je vous écoute attentivement, qu'il y aura forcément la censure de François Bayrou à l'automne ? Si j'avais un pari à faire, je parierais plutôt qu'il y aura une censure. Je vois mal comment il peut faire passer un budget, ou alors, sauf à reculer sur tous les plans, mais ça va être très très compliqué. Est-ce que vous avez on va dire ressenti la même chose que beaucoup de politiques qui ont écouté cette intervention et qui ont dit bon, il est formidable François Bayrou, il est peut-être même courageux, mais il y a un mot qu'il n'a pas prononcé du tout, et ce mot-là c'est immigration. Or beaucoup d'oppositions, notamment la droite et l'extrême droite, en tout cas LR, le RN, disent c'est un sujet sur lequel on peut faire énormément d'économies. Je rappelle que vous avez rendu un rapport d'évaluation sur l'AME, l'aide médicale d'État. Est-ce que vous comprenez cette critique ? Bien sûr. Moi, je pense que quand on demande des efforts partout et à tout le monde, il faut que effectivement ça touche tous les secteurs. Et l'immigration, c'est un secteur toujours compliqué parce qu'on se dit on doit être humain, on doit accueillir, mais en même temps il faut être aussi rigoureux parce qu'il faut se fixer des règles parce qu'on peut pas accueillir effectivement toute la misère du monde. Le fameux duo humanité-fermeté. Voilà. Et moi, je pense que l'humanité et la fermeté peuvent être conjuguées. Il n'y a pas un choix à faire. Il n'y a pas un choix à faire. Et je pense que la fermeté, il faut l'avoir. La rigueur, il faudrait l'avoir, mais dans plein de domaines. Ouais. Et dans ce domaine-là aussi. Et dans celui de l'immigration. Voilà, dans celui de l'immigration, on a l'impression, ces dernières années, en fait, on a l'impression que l'immigration, notamment irrégulière, a nettement augmenté. C'est-à-dire que quand on... C'est pas qu'une impression d'ailleurs, malheureusement, même si on n'arrive pas à la calculer précisément. Quand on prend quelques chiffres, non, on a du mal à la calculer. Moi, je l'ai évalue à peu près à 900 000 personnes. Mais quand on prend les chiffres entre 2020 et 2024, en fait, on a une augmentation du nombre de bénéficiaires de l'aide médicale d'État, l'AME, de 26%. On a une augmentation du nombre d'interpellations de personnes en situation irrégulière de 37%. Et on a une augmentation du nombre de demandeurs d'asile de 69%. Donc en fait, par l'intermédiaire de l'AME, vous êtes en capacité on va dire, d'avoir des statistiques concernant l'immigration irrégulière qui augmentent. Alors, en tout cas, les statistiques, c'est assez compliqué en la matière, comme malheureusement dans beaucoup de domaines. Mais en tout cas, mon sentiment, c'est que ça a augmenté ces dernières années et qu'on le voit à travers l'AME, l'aide médicale d'État, qui est la couverture santé des personnes en situation irrégulière. Donc,
en droit commun, mais aussi soins urgents et aussi aide humanitaire. Donc il y a plusieurs domaines dans l'aide médicale d'État. Mais on s'aperçoit que le nombre de bénéficiaires augmente considérablement et que du coup, forcément, la dépense en face augmente aussi considérablement. Alors plongeons à pieds joints dans votre rapport, d'une certaine manière. C'est l'évaluation de l'AME. Déjà, vous avez commencé à le faire pour nos auditeurs. Rappelez ce que c'est AME, aide médicale d'État. Ça coûte combien? Ça protège qui? Et quel est l'objectif? Donc c'est la couverture santé des personnes en situation irrégulière qui se trouvent sur le territoire. Donc ces personnes vont à l'assurance maladie pour obtenir une carte. Donc ils doivent présenter un certain nombre de documents pour obtenir cette carte d'AME. Et ça a un coût annuel. Alors vous avez dit 1,3 milliard tout à l'heure, c'est un petit peu plus. C'est presque 1,4 milliard. C'est 1,387 milliard, donc presque 1,4 milliard. Quand je suis devenu sénateur en 2011, et j'ai les chiffres de 2012, mais en tête c'est 702 millions à l'époque. 702 millions, ce qui donc était beaucoup, ça a doublé. Ça a doublé depuis 2012. Entre 2012 et 2024, les dépenses ont doublé. Donc, et vous dites dans votre rapport ce chiffre, en 10 ans, l'AME a bondi de 68%. Tout à fait. C'est considérable. Et en 12 ans, elle a doublé. Donc c'est considérable et on a l'impression que c'est presque inéluctable. Alors que les premiers ministres Borne et Attal s'étaient engagés à réformer, parce que en fait le Sénat avait adopté, lors d'un projet de loi sur l'immigration, avait adopté la transformation de l'aide médicale d'État en aide médicale d'urgence. Et Bruno Retailleau tient beaucoup à cette appellation. Et en fait, à ce moment-là, le gouvernement avait dit, écoutez, on va demander une étude à messieurs Evin Stefanini, un de gauche, un de droite, donc étude et rapport qui a été forcément un petit peu plus mitigé parce que l'un et l'autre se contraient un petit peu. Mais c'était un rapport politique. Ceci étant, ce rapport était intéressant, il y avait un certain nombre d'éléments qui étaient dedans. Et en réalité, il n'y a pas eu de suite, comme malheureusement. Donc il a été mis au fin fond d'un placard. Sans doute, au fond d'un tiroir, d'un placard, je ne sais pas où. Mais quelque part, on ne peut pas le retrouver, qu'on a fermé à clé. On a malheureusement en France beaucoup de rapports qui terminent comme cela. C'est pour ça que moi je dis souvent qu'il faut arrêter de faire des études, notamment par les fonctionnaires. Parce que si on réduit le nombre de fonctionnaires, il faut réduire le nombre d'études. Et on a trop de rapports qui terminent dans les tiroirs. Alors moi, j'aime pas que mes rapports terminent dans les tiroirs. C'est pour ça que ce rapport-là, j'ai fait un rapport sur les autoroutes, j'ai fait un rapport sur l'électricité. Et ce rapport sur l'aide médicale d'État, je souhaite que le gouvernement s'en saisisse. Je regrette que François Bayrou n'ait pas du tout avancé ou annoncé quoi que ce soit en la matière. Parce que on avait proposé un certain nombre d'avancées au niveau du Sénat. J'en ai proposé à nouveau dans mon rapport. Et je pense qu'on ne peut pas supprimer l'aide médicale d'État. Ce que j'allais vous poser comme question, parce que beaucoup de gens qui nous écoutent peut-être pensent qu'on pourrait le supprimer. Mais oui, surtout en vous disant, en réalité, on est en train d'offrir des soins à des gens qui sont déjà en situation irrégulière. Donc c'est de l'argent qu'on jette par les fenêtres. Ça veut dire que dans ces cas-là, on les laisse mourir, ces gens-là, on les soigne pas, et ça peut coûter à la fin beaucoup plus cher, en fait, si on laisse leur état se dégrader. Donc, humainement, c'est impossible à faire. Et quand on rencontre les médecins, moi, je suis allé en Seine-Saint-Denis, je suis allé en Essonne, j'ai tourné sur certains hôpitaux. C'est impossible. Par contre, on peut être beaucoup plus rigoureux dans le panier de soins accepté, dans les autorisations préalables, dans les personnes bénéficiaires. Ça, on peut y revenir, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire. Maintenant, moi, je proposerais jamais la suppression. Alors, par contre, qu'on soit plus rigoureux sur le plan de la politique d'immigration et qu'on évite effectivement l'immigration irrégulière au maximum, c'est un des facteurs qui permettrait de mieux maîtriser la dépense d'AME. Mais vous avez eu un mot très important, il y a eu des polémiques il y a quelques mois sur les fameux paniers de soins. C'est ce qui est autorisé, ce qui est pris en charge par l'AME. On a dit, oui, mais de toute façon, l'AME, c'est n'importe quoi, ça va jusqu'aux rhinoplasties, jusqu'aux oreilles décollées. Est-ce que ça, c'est vrai? Parce qu'on a entendu tout et n'importe quoi. Alors, il y a sans doute... Alors, on a du mal à avoir les informations, pour ne rien vous cacher. Même quand on est parlementaire, les gens pensent que les parlementaires ont toutes les informations, mais en réalité, c'est très compliqué. Enfin là, ça concerne le panier de soins, donc on doit pouvoir savoir où va l'argent des Français si ça concerne une rhinoplastie ou un pneumothorax. Mais sur plein de domaines, on devrait savoir où va l'argent, mais parfois on a du mal à le savoir. Donc, et à obtenir les informations correspondantes. Donc, par rapport à votre question très précise, moi, j'ai pas vu dans mes visites et autres ce type de soins pris en charge. Ceci étant, moi, je propose qu'on ait un accord préalable pour les soins qui ne sont pas urgents. Et pour un certain nombre donc de soins, de psychothérapie, voilà. Parce que, par exemple, la psychothérapie est prise en charge.
Alors, pour l'instant, oui, sauf il y a un accord préalable pour les bénéficiaires de moins de 9 mois de l'AME. Et je ne vois pas pourquoi on se limite à 9 mois. En réalité, on devrait avoir un accord préalable pour pas mal de soins comme ça, pour dire, voilà, ça freinerait sans doute la dépense. Comme ça, au moins, on aurait des accords et on verrait, en réalité, on pourrait maîtriser beaucoup mieux. On apprend aussi dans ce rapport que l'État ne couvre pas les dépenses pour lesquelles, malheureusement, il s'en charge. Restez avec nous, vous êtes sur Sud Radio. Et on revient sur l'immigration, source idéale d'économie, notamment en passant par l'AME. C'est ce que proposent beaucoup de politiques. Ça tombe bien. On en parle avec Vincent Delahaye, sénateur d'Union centriste, qui est l'auteur d'un rapport qui évalue justement ce coût de l'AME, dispositif généreux, inchangé malgré les promesses gouvernementales. À tout de suite. Sud Radio, c'est votre opinion qui compte. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. Faut-il se pencher sur le sujet migratoire et notamment sur l'acronyme qu'on connaît tous, l'AME, aide médicale d'État. Coût pour l'État par an, 1,3 milliard. Et on en discute avec Vincent Delahaye, sénateur Union centriste de l'Essonne, qui est l'auteur d'un rapport d'évaluation justement de ce dispositif. Concrètement, quand vous vous êtes penché dessus, est-ce qu'on peut avoir un portrait robot des utilisateurs, des bénéficiaires plutôt de l'AME ? Les bénéficiaires de l'AME sont principalement masculins, relativement jeunes, et du coup ont un coût de soins par bénéficiaire moindre que l'assuré moyen français, qui est souvent plus âgé. Donc voilà, on a ce dispositif. Alors après, les bénéficiaires peuvent devenir bénéficiaires s'ils présentent un certain nombre de pièces d'identité et dans lesquelles il y a l'extrait d'acte de naissance. Et par rapport à ça, vous détaillez dans votre rapport les territoires qui en bénéficient le plus. Donc on retrouve Paris, l'Essonne, allé un peu trop vite. Non, je vous en prie. Non, mais c'est très important pour voir quels sont les territoires. C'est principalement les territoires les plus urbains qui concentrent le plus de personnes en situation irrégulière. Paris, bien sûr, la Seine-Saint-Denis, l'Essonne, les Bouches-du-Rhône, le Rhône et la Guyane. Ce sont les principaux territoires qui concentrent des bénéficiaires de l'AME. Avec un sujet sur la Guyane ? Alors, le sujet sur la Guyane, c'est qu'il y a eu une augmentation assez forte en Guyane. C'est presque 8% des bénéficiaires, la Guyane seulement. On a les extraits d'actes de naissance qui sont présentés comme des pièces d'identité. Ça m'a un petit peu choqué parce que il n'y a pas de, en fait, il n'y a pas de photo, il n'y a rien. Et donc on arrive avec un bout de papier marqué acte de naissance. Voilà, falsifier son identité ou donc ces extraits d'actes de naissance, ça représente 40% quand même des bénéficiaires de l'AME en Guyane qui présentent des extraits d'actes de naissance. Donc moi je suis personnellement pour supprimer cette possibilité, de dire qu'on s'en tient au passeport ou à la pièce d'identité. Vous dites aussi dans ce rapport, et vous expliquez le principe, on a commencé à l'aborder avant de partir en pub, l'État en réalité ne couvre pas ses dépenses. Expliquez-nous, parce que c'est absolument insensé. À l'heure où on nous demande à tous de nous serrer la ceinture, l'État donne un chiffre pour l'AME, en quelque sorte, qu'il ne respecte pas. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, parce que je pense que très peu de gens connaissent cet aspect-là, et si vous êtes en train de conduire, mettez le frein, asseyez-vous tranquillement, parce que c'est assez sidérant. Voilà, et en fait, les dépenses en 2024 ont atteint, comme je le disais tout à l'heure, 1,387 milliard. En réalité, l'État avait inscrit dans le budget à peu près 1 milliard 250. Il a retiré 50 millions pour faire des économies, pour dire je fais des économies, je retire 50 millions. Sur le budget, disons, prévisionnel. Le budget prévisionnel. Mais en fait, il savait qu'il allait dépenser plus. Mais qui dépense plus ? C'est la sécurité sociale, puisque c'est la sécurité sociale qui demande à l'État de se faire rembourser. Donc ce qui fait que cette année, en 2024, il y a eu 185 millions de dettes de l'État vis-à-vis de la sécurité sociale. Ça veut dire que l'État n'a pas budgété 185 millions d'euros et c'est pas possible de continuer comme ça. C'est-à-dire qu'il faut la vérité des prix. Quand on fait un budget, on doit être proche de la réalité. Mais c'est surtout qu'il n'y a aucun Français qui nous écoute. Là, on a l'impression qu'on n'est pas sincère, que l'État donne un montant qui en fait est un... C'est pour ça qu'il faut toujours se méfier des budgets. Les budgets, c'est du virtuel. Oui. Le réel, c'est la réalité. C'est virtuel pour l'État, parce qu'en réalité, je connais pas un auditeur ici qui a un jour fait un prêt ou qui a une entreprise qui fait un budget et qui a le droit de dépasser comme le fait l'État. C'est virtuel pour l'État, malheureusement. Mais dans ce que vous dites aussi, déjà, on peut en effet s'interroger sur non pas la pertinence d'un tel dispositif, mais parfois sur l'existence quand on nous parle à ce point d'économie, de savoir qu'il y a un dispositif en France qui vient en aide aux personnes irrégulières. J'imagine que ça peut froisser beaucoup de gens, mais ce qu'on apprend surtout, c'est que dans ces personnes irrégulières, certains sont
disons-le poliment, encouragés par l'État de sortir pour des motifs à l'ordre public. Ces gens-là, malgré la décision de l'État de ne pas prolonger ou de les signifier de s'en aller du territoire, bénéficient quand même de l'AME. Tout à fait, ça veut dire que les personnes dont le titre de séjour a été retiré ou refusé, même pour des motifs d'ordre public, ça veut dire que c'est des personnes effectivement dont on ne souhaite pas qu'ils restent sur le territoire, continuent à bénéficier de l'aide médicale d'État. Mais comment c'est possible ? C'est-à-dire que quand bien même on se présente... C'est qu'aujourd'hui, dans le règlement de l'aide médicale d'État, il n'est pas prévu qu'on leur retire, suite à ces refus ou à ces retraits, il n'est pas prévu qu'on leur retire le bénéfice de l'aide médicale d'État. Pour ma part, je suis favorable à ce qu'on leur retire. Il y a à peu près 6 000 personnes qui sont dans ce cas en France. Et alors c'est sur 465 000 bénéficiaires. Oui. Parce que le nombre je disais tout à l'heure, on peut évaluer à peu près à 900 000 le nombre de personnes en situation irrégulière. Il y a 465 000 qui sont bénéficiaires de l'AME, qui ont une carte d'AME. Et dessus, il y a, parmi ces 465 000, il y en a 6 000 qui sont, à qui on a retiré des titres. Mais qui continuent d'en bénéficier. Et qui continuent d'en bénéficier. Et voilà. ces 6 000, on les connaît, parce que quand même, la fascination administrative française. Bien entendu. Et donc, il n'y a même pas une opération de bon sens. C'est-à-dire que personne n'a pensé à intégrer le fait que quand on demande à quelqu'un de partir, il ne bénéficie plus des avantages du pays. Je ne sais pas si personne y a pensé, en tout cas, ça n'a pas été fait. Donc, il faut le faire pour notamment faire quelques économies. Pour moi, c'est clair. Et dans ce que vous proposez aussi, il y a prendre en compte aussi les revenus des personnes qui habitent avec les bénéficiaires de l'AME, parce qu'en réalité, il est peut-être pas logique que l'État paye pour quelqu'un si l'autre a les moyens, si le compagnon ou la compagne a les moyens. Moi, je pense que effectivement, le conjoint devrait être pris en compte dans le montant du plafond de ressources qui est intégré pour bénéficier de l'AME. Et il y a aussi un élément, c'est qu'aujourd'hui, les enfants mineurs et majeurs sont aussi bénéficiaires sont des ayants droit par rapport aux bénéficiaires de l'AME. Donc ça veut dire qu'ils peuvent bénéficier des soins. Donc moi, je suis, et ça a été un des éléments du rapport Evin Stefanini qui n'a finalement pas été adopté, mais on avait proposé au Sénat qu'on retire les enfants majeurs de cette possibilité de bénéficier de l'AME. Voilà, donc il y a un certain nombre de choses qui peuvent être faites. On a parlé tout à l'heure de l'accord préalable de l'assurance maladie. Oui. Mais c'est vrai que pourquoi la réserver uniquement aux bénéficiaires qui ont moins de 9 mois sur le territoire ? Pourquoi pas, pour les soins non urgents, bien entendu, le généraliser. Ça limiterait, je pense, l'augmentation des dépenses et ça pourrait peut-être même faire des économies. On va peut-être vous dire sur ce sujet des économies. Mais justement, sur le sujet des économies, Vincent Delahaye, sénateur Union centriste de l'Essonne, qui est à l'origine de ce rapport d'évaluation du dispositif de l'AME, 2 questions encore. Il nous reste un peu moins de 3 minutes. Souvent, vous parlez d'économies, on entend souvent beaucoup de formations politiques dire qu'on on serait en capacité de faire, mais vraiment, des sommes d'économies colossales sur l'immigration, encore plus sur l'AME. Vous qui êtes l'auteur de ce rapport sur ce sujet, à combien estimez-vous possible sur ce dispositif ? Bruno Retailleau le disait hier encore, il faut absolument le réformer. Sur ce dispositif, combien l'État peut gagner ? Alors, on peut estimer, je vous ai dit que c'était à peu près 1,4 milliard en 2024. Oui. On peut estimer qu'on pourrait faire à peu près entre 200 et 300 millions d'économies. Ce qui n'est pas négligeable. Ah ben non. 200 ou 300 millions, c'est pas des milliards, mais vous savez, moi j'ai l'habitude de dire les petits ruisseaux font les grandes rivières. Donc on a besoin aussi de faire des économies un petit peu partout. Et sur ce sujet, je pense que les Français attendent de nous une rigueur particulière. Et je crois qu'il faut leur montrer, voilà, on peut, comme je le disais tout à l'heure, être humain et ferme. Et cette fermeté, on en a besoin sur le sujet. Et il y a aussi une donnée qu'on entend régulièrement qui est que l'AME constitue un appel d'air pour l'immigration irrégulière. Vous entendez cette musique ? Est-ce qu'on a des données objectives à ce sujet qui nous permettraient de l'affirmer ? Honnêtement, non. Honnêtement, on n'a pas vraiment d'éléments. Le rapport Evin Stefanini a conclu que c'était pas du tout un appel d'air. Moi, j'ai du mal à le faire parce que les éléments que j'ai pu collecter ne me permettent pas de conclure, mais c'est pas un sentiment que j'ai. Par contre, c'est vrai qu'on reste très généreux, comme souvent en France, on est capable d'être très généreux avec l'argent de tous, mais quand on compare avec les pays européens, ce que j'ai fait dans mon rapport... Vous comparez notamment l'Allemagne, où vous expliquez à quel point c'est un dispositif qui marche. L'Allemagne, l'Italie sont plus restrictifs que nous, et ceux qui sont très restrictifs, c'est le Danemark et la Suisse. Donc je crois qu'entre être très généreux et être simplement généreux ou normal, je dirais,
il y a des marges. Et effectivement, on peut arriver à faire des économies, y compris sur l'aide médicale d'État, si on en a vraiment la volonté. Est-ce que vous avez bon espoir, et ce sera ma dernière question, d'être entendu par le gouvernement actuel avant peut-être le budget d'automne qui recherche désespérément des économies? Oui, alors... J'ai entendu un oui plus convaincu, plus convaincant. Oui, bien sûr, parce que vous savez, dans la discussion budgétaire, il y a toujours des allers-retours et ce sujet-là, il est souvent très politique. Malheureusement, on n'arrive pas vraiment à objectiver les choses. Moi, je pense qu'on peut faire des économies s'il y a une volonté de réforme. Si on ne réforme rien, comme s'il s'est passé en 2024, on risque de faire des dettes sur la sécurité sociale. Donc, c'est pas ce qu'il faut faire. Il faut faire une réforme. Il faut accepter de réformer le dispositif et de s'attaquer à ce sujet. Ensuite, on fait des économies. Merci beaucoup, Vincent Delahaye, sénateur Union centriste de l'Essonne, pour être venu nous expliquer les méandres parfois de ce dispositif qu'est l'AME et vous appelez à cette réforme parce que 300 millions, on prend. On sait en effet les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une très belle après-midi sur Sud Radio parce que demain nous nous retrouvons, même studio, même heure, 10h, 13h, 3 heures de direct. Mais je vous confie et je vous laisse entre les parfaites mains de Jacques Pessis pour les clés d'une vie qui reçoit le camarade Pierre Douglas. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.